Euh, Bonjour à tous. Donc la session est ouverte pour cette 7e édition déjà déboutée. On commence à voir des visages qui apparaissent à l'écran. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Donc on va être pas loin d'une centaine aujourd'hui. Donc qui apparaissent, qui me sont familiers, de pas mal de confrères et de personnes qui ne sont pas forcément, que je ne connais pas. Alors on a plaisir aujourd'hui à accueillir Quentin Lagallard, qui est un de nos confrères, un de nos éminents confrères, basé dans la partie nord de la France. Quentin est expert près de la Cour d'appel de Caen, est également vice-président, tu me dis si je me trompe, Quentin, du Collège des experts de la SNPI. Et puis, et parallèlement également, tu es expert REF Parc Egova. Quentin va s'attarder aujourd'hui sur l'érosion côtière, c'est le sujet de son intervention, et puis les incidences, évidemment, en termes de valeur, d'évaluation. L'incidence de la montée des eaux qui se fait, tu me diras bien sûr aussi Quentin, mais plus réelle de jour en jour. Alors on est très content d'accueillir Quentin aujourd'hui parce que c'est tout à fait dans l'esprit d'Égoutté, avec à chaque fois trois axes. Soit de faire un rappel des méthodes éprouvées, et grâce à des intervenants professionnels, comme on a eu il y a quelques temps avec donc, le directeur de la promotion du développement de Cogedim, Arnaud Thoron, qui nous avait accompagnés sur un module dédié au budget promoteur. On a eu également l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'accueillir Adeline Détulier, qui cette fois nous avait accompagnés, elle, nous avait fait le plaisir d'intervenir sur le sujet de son dernier ouvrage, Guide d'évaluation des châteaux, et donc de nous parler de ses apports en matière de publication, puisqu'on aime bien ça aussi, et faire intervenir des experts qui publient et qui réfléchissent un peu au sujet et qui surtout aussi s'exposent à la critique. C'est comme ça qu'on fait grandir notre matière. Et puis c'est le cas aujourd'hui pour introduire Quentin qui va se présenter à vous très rapidement et puis son support sur des nouvelles méthodes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la méthode donc, de la VRU, la valeur résiduelle. Quentin, tu me dis si je me trompe, j'ai oublié le terme. D'utilisation. D'utilisation, je te remercie. Valeur résiduelle d'utilisation. Et comment est-ce que toi, tu appréhendes effectivement cette des eaux sur l'évaluation des eaux? Je vous accueille Quentin pour une intervention d'une demi-heure, 30 minutes. Quentin est contraint pour le temps. Et puis après, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses si vous en avez 15 minutes. Ce qui nous emmène donc voilà, pour les 3/4 d'heure qui viennent. À toi, Quentin. Merci beaucoup. Merci Philippe de m'avoir invité. Bonjour, bonsoir à tous. Et bienvenue donc dans cette session. Philippe m'a demandé d'intervenir pour parler de cette. Alors, il faudrait peut-être Philippe ou Federica pouvoir couper les micros de tout le monde parce que ça fait beaucoup d'écho. Couper les micros. Si chacun effectivement peut couper les micros, ça fait autant de renvoi que de bruit que vous avez de votre côté. C'est très gentil à vous. Ouais. Voilà, pardon. Moi, j'ai une petite mise à jour qui s'est faite et je vais partager mon écran. Alors, le partage d'écran avec ce logiciel-là, c'est ceci. J'appuie ensuite partager l'écran. Et j'ai pas fait sur celui-là. Je vais éviter de redémarrer. J'ai une petite manip à faire. Je vais faire un partage de PDF, ça va être plus simple. Je le drop. Télécharger. C'est plus facile, Philippe, de partager un PDF, je suppose, avec ton logiciel. Je sais pas les détails techniques. Je pourrais partager les deux, effectivement, par la même icône. D'accord. OK, choisir ce média, et ben voilà. Ah bah super. C'est très bien comme ça, c'est génial. Donc merci à tous d'être présents. On va faire en deux phases. Je vais vous présenter cette question de la valeur résiduelle d'utilisation qui est arrivée dans la charte de l'expertise 2025, présentée en novembre 2025, et j'ai travaillé sur ce sujet-là puisque je suis issu d'un territoire, la Manche, qui est concerné par cette problématique, alors qui commence à être concerné,
pour l'instant, ce n'est pas la catastrophe, comme beaucoup de nos territoires. Ça va être dans les prochaines décennies où cela va arriver. Il faudrait vraiment pouvoir couper les micros parce qu'il y a beaucoup d'écho. Je crois que ça va être Nicolas S. Ouais, voilà, là, comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Pour l'instant, ce n'est pas encore une grosse problématique, puisque la question du recul du trait de côte et les pouvoirs publics s'en sont enfin emparés. On connaît la problématique depuis les années 60, et puis là, on commence à se dire, avec la loi climat et résilience 2021, mince, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui va tomber dans la mer? Comment est-ce qu'on va indemniser ça? Alors, il y a eu le précédent de l'immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer, qui a été indemnisé en piochant sur le fonds Barnier avec une loi de finances rectificative. C'était très borderline. Donc, arrivée de la loi climat et résilience 2021, l'esprit de la loi climat et résilience, c'est de dire, sur ce volet-là, le recul du trait de côte, qu'est-ce qu'on va faire? On a des zones où on sait que le trait de côte va reculer et il va falloir qu'on aille délimiter. Donc, les communes, on met à leur charge d'aller délimiter 2 types de zones. Les zones de recul entre 0 et 30 ans, c'est le recul imminent, et des zones de recul plus lointaines dans le temps, entre 30 et 100 ans. Sur les zones où le recul va être rapide, entre 0 et 30 ans, les communes vont pouvoir instaurer un droit de préemption spécial, un droit de préemption lié au recul du trait de côte. Je vous le donne en résumé, je vous lirai lire tous les textes, ou prochainement je ferai une publication et je la passerai à Philippe Favre-Guillon au CFEI, qui chargera peut-être de vous le rediffuser, mais sinon ce sera sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai une publication quasiment faite avec une centaine de pages explicatives. Mais dans ces communes-là, donc, elles pourront instaurer un droit de préemption spécial. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura ce droit de préemption? C'est quelle va être la question de la valeur. La question de la valeur, elle est définie à l'article L219.7 du Code de l'urbanisme. Et cet article 219.7, c'est on évalue par comparaison. Première chose. Alors, comme on est sur des toutes petites zones, parce que du recul entre 0 et 30, c'est une toute petite zone, il faut trouver des comparables. Pas évident. Et normalement, un comparable, il doit être intrinsèquement similaire. Sinon, ce n'est pas un comparable. Et on est obligé de faire abracadabra pour le rendre comparable. Ça devient compliqué. Deuxième partie de l'article L219.7, c'est de dire, si dans cette zone-là, on n'a pas de comparable, eh bien, on va aller chercher des ventes en dehors du secteur menacé. Et on va les ajuster avec une décote. Et tel qu'est l'esprit de la loi, c'est une décote qui est complètement linéaire. Alors, précision quand même, si certains ont lu le texte, il faut lire précisément le texte. Cette deuxième partie de l'article 219.7, c'est de dire, à défaut de référence dans la zone concernée, on doit aller chercher des références de vente en dehors de la zone pour évaluer en priorité par comparaison. Évaluer en priorité, ça veut dire que d'autres méthodes ne sont pas exclues, comme ça s'applique dans les évaluations en matière d'expropriation, où on peut conforter nos évaluations par d'autres méthodes. Et c'est là où cette question de la VRU sur laquelle je travaille pour la conception, et elle s'est nommée VRU dans la charte 2025, c'est là où cette conception est arrivée, c'est d'avoir une appréciation qui soit financière en se disant la valeur du bien va être liée à ce que le bien va pouvoir procurer, mais en tenant compte des dépenses qui vont croître, des risques qui vont croître et des revenus qui vont baisser. Bien sûr, il faudra prouver l'ensemble, mais ça permettra d'avoir une valeur qui soit plus démontrée que de faire des méthodes abracadabra, de retoucher un peu n'importe comment des choses qui ne seront pas vraiment comparables, voire pas du tout comparables, d'avoir quelque chose de justifié économiquement, d'avoir quelque chose qui soit équitable à la fois pour les personnes qui seront préemptées et qui seront surtout, c'est terrible à dire pour les propriétaires, mais qui soit une valeur juste pour la personne publique qui va préempter, voire exproprier, puisqu'il y a une question, il y a un impératif sur l'argent public, c'est une bonne gestion des deniers publics. Et ça, le législateur, il est passé très rapidement sur la méthodologie en ne tenant pas compte. La VRU pourrait avoir tendance à être un peu sévère. En tout cas, sévère, c'est parce qu'elle sera économiquement fondée, plutôt que de faire abracadabra. Voilà, après ce propos introducteur, j'ai quelques petits diapos pour vous présenter le sujet. Je pense que si ça fait l'objet d'un intérêt croissant, le CFEI on montrera peut-être une formation vraiment complète sur le sujet, en plus des publications.
sur cela. 6 petites parties, un horizon sur le littoral et les menaces, la question du marché, qu'est-ce qu'il en est de marché, la problématique des méthodes actuelles, la méthode VRU et notre modèle législatif avec des exemples purement théoriques sur le sujet, puisque pour l'instant, on n'a pas encore l'exercice de ces droits de préemption. Alors, en France, on le sait tous, maintenant, ça fait 2-3 ans vraiment qu'on le voit régulièrement aux informations, dans les journaux locaux, la question de l'érosion côtière, c'est un phénomène qui menace plein de zones. On commence à avoir des maisons vraiment en bordure de mer, les personnes doivent partir. Alors, les horizons qu'on a, alors on a une élévation du niveau marin, qui va contribuer à ce recul du trait de côte, ça va submerger les littoraux, ça va aller rogner aussi sur les dunes et tous ces ensablements, tout ce qui permet de maintenir les terres. Et vous voyez les prévisions d'augmentation qui sont assez phénoménales. Le scénario qui est actuellement retenu à la fin du siècle, c'est à peu près exactement 1,02 mètres, plus 1,02 mètres. Donc autant vous dire qu'il y aura plein de zones qui vont être submergées. Moi, mon Nord Cotentin, puisque je suis basé à Cherbourg-en-Cotentin, une partie du Nord Cotentin, eh bien, on a des marais, et ces marais-là, eh bien, ils auront l'avantage, c'est qu'ils seront front de mer pour les maisons dans cette zone. À la fin du siècle, c'est le moment d'acheter, parce que ça ne vaut pas très cher actuellement, et là, vous avez peut-être certainement de bonnes affaires à faire si vous vivez jusqu'à la fin du siècle. Ou pour les enfants. Le scénario réaliste, d'ici 2050, c'est 5200 logements qui sont menacés, 1400 locaux d'activité, un enjeu à peu près chiffré par les études de l'ordre de 1,2 milliard et 761 hectares urbanisés qui vont être détruits, disparaître, ou en tout cas menacés à très court terme. Scénario encore pire, on avance dans le temps, la plupart d'entre nous seront morts, sauf si on trouve la pilule miracle. 449 000 logements, 53 000 locaux d'activité, 94 milliards d'euros d'enjeux et 41 000 hectares urbanisés. J'aurais pu faire un parallèle avec la taille d'une ville, mais je n'ai pas de taille de ville là en tête, donc ça ne sera pas bon. Alors, les marchés côtiers, vous allez me dire, comment est-ce qu'ils réagissent? Si certains travaillent dans les secteurs côtiers, vous savez très bien comment ça réagit. C'est que pour l'instant, et ça fait l'objet d'un très bon mémoire ou d'une thèse, je ne sais jamais si c'est thèse ou mémoire, d'Eugénie Cazzo, une géographe en 2022, qui est très, très intéressante à lire. C'est peut-être l'étude la plus documentée sur la problématique de l'immobilier et du recul du trait de côte. Et le grand paradoxe, c'est le désir de rivage. C'est qu'on sait que les zones littorales sont menacées, mais il n'y a absolument aucune action sur les prix pour l'instant. On a plusieurs profils. Il y a des personnes qui vont être prêtes à acheter pour dépenser les économies d'une vie et avoir la maison au front de mer, et tant pis, lorsqu'ils seront morts, il n'y aura plus rien dans la succession, mais ils auront profité de leur front de mer jusqu'à la fin de leur jour. Ça, c'est un des réflexes, notamment. Il pourra y avoir peut-être à l'avenir aussi le réflexe de certaines personnes de se dire bah, il commence à y avoir de la méfiance, je vais faire un coup, je vais faire une acquisition, ça produira ce que ça produira. Mais il y a plusieurs réflexes sur le marché. Pour l'instant, le marché immobilier, dans la plupart des cas, on ne le voit quasiment aucun effet. On voit qu'on a sur le front de mer des prix beaucoup plus importants sur les transactions actées que quand on va chercher plus loin à l'intérieur des terres. Donc pour l'instant, le marché ne price absolument pas le risque terminal, c'est-à-dire la disparition du bien. C'est pour l'instant, je discutais avec un confrère il y a peu. Alors les littoraux sont très différents, les problématiques sont très différentes. Il y a des littoraux qui vont être plus ou moins menacés, qui sont plus ou moins sensibles aux tempêtes. Imaginons si on a un nouveau Xynthia qui arrive sur le littoral atlantique, on pourrait peut-être imaginer sur ce secteur-là, par contre, une crise de méfiance qui arriverait. Mais on pourrait l'imaginer, ça ne veut pas dire que c'est certain. Pour l'instant, c'est un peu wait and see. On sait que les problèmes vont arriver de manière croissante, mais pour l'instant, on attend que le marché les déclenche un petit peu et aussi que les pouvoirs publics s'emparent pleinement de cette question du droit de préemption. Alors, de ce constat, et puis pour se dire aussi que notre profession d'expert, elle doit être un peu anticipatrice pour ne pas se trouver
dos au mur lorsque la problématique arrivera, lorsque les communes instaureront réellement ces zones avec les droits de préemption, mettront en place les préemptions. Et dès qu'une préemption arrive, dès qu'une expropriation arrive, qu'est-ce qui arrive? C'est la question des contentieux. Et c'est là, nous, experts, où il faut commencer à se familiariser, il faut commencer à réfléchir, il faut commencer à mettre de la méthodologie là-dessus pour être prêt à ce moment-là. Aller faire de la pédagogie avec les pouvoirs publics locaux, les institutions. On peut penser aussi la DGFiP, la DNID sur ces questions-là. Il y a un truc qu'on peut constater, c'est l'échec tout à fait possible des méthodes classiques. Les méthodes classiques d'évaluation, qu'on soit sur de la comparaison, qu'on soit de la méthode sol ou construction, qu'on soit sur de la capitalisation en perpétuité, qu'on soit sur un discounted cash flow, etc., toutes ces méthodes-là, elles vont considérer une durée de vie déjà du terrain qui est indéfinie. Or, c'est le paramètre qui sort lorsque la mer est avancée et est arrivée dans le jardin. Ces modèles-là sont sur des flux qui sont pérennes, des flux qui peuvent aussi être stables. Il y a une valeur terminale qui est toujours positive, ou au moins qui n'est pas négative, quoique la nouvelle charte reconnaît, j'aurais pu nuancer, la nouvelle charte reconnaît la possibilité de valeurs négatives. Les références pour pouvoir utiliser ces méthodes-là, normalement, sont plutôt abondantes, sont plutôt fiables. On va les conjuguer entre elles. Dans les méthodes classiques, on n'a pas l'intégration d'un risque lié à l'assurabilité, la valeur foncière duelle, tout ça, ça fonctionne. On est dans un univers qui fonctionne. Par contre, la réalité côtière, elle est tout autre. On va avoir un risque qui va s'accroître dans le temps. Ça va arriver. Les revenus, théoriques ou réels, eux, vont décroître. On va avoir une méfiance de la vacance locative, une valeur terminale qui devra forcément être négative parce qu'il y aura de la démolition, de la renaturation. Imaginons la maison qui tombe dans la mer. La mer, c'est du domaine public. La maison, elle tombe dans la mer. Est-ce que le domaine public devient propriétaire de la maison? Non. C'est le propriétaire de la maison qui reste propriétaire de la pollution qu'il a mis dans la mer. C'est à lui donc de dénaturer et d'aller démolir, et renaturer le site. Donc, on a forcément une valeur de sortie qui va être négative. Les références comparables dans ces zones-là, on va avoir des marchés qui, au fur et à mesure, sur ces petites zones où on a des risques, vont devenir méfiants. Les transactions vont se ralentir. Déjà que dans les zones côtières, on a des biens qui sont relativement hétérogènes, donc on n'a pas des comparables intrinsèquement similaires. Mais alors en plus, là, on va se retrouver avec des marchés qui vont être soumis à plein de contraintes. Donc est-ce qu'on aura encore des marchés? Peut-être pas. Et si on se renvoie à la définition de la valeur de marché telle qu'elle figure dans la charte, où les parties ont agi l'une et l'autre en pleine connaissance de cause, librement, sans pression, etc., on sort complètement de la définition d'une valeur de marché sur cette réalité côtière. Complètement. Alors, il ne faudra pas non plus occulter totalement, on reviendra dessus, les méthodes par marché, mais il faudra avoir une appréciation qui va être adaptée à la réalité de cette problématique-là. Cette problématique qui est la réalité côtière. Il faut que j'appuie là. Si on reprend l'article L219.7 du Code de l'urbanisme, la priorité, c'est comparables locaux transparents dans la même zone à 0,30 ans. Si on ne trouve pas, on peut aller chercher hors zone, mais il faudra faire de l'abattement avec une décote temporelle. Une décote temporelle qui sera linéaire, ce qui est plutôt ridicule, parce que plus le risque va être proche, plus la décote pourra varier. Et en fait, on peut tous imaginer dans notre tête qu'une décote, elle ne peut pas être linéaire, mais elle va plutôt prendre un rythme de fonctionnement qui va être hyperbolique, qui va s'accroître avec le temps. Et c'est là où peut arriver une méthode économique, comme la valeur résiduelle d'utilisation, qui on verra est un dérivé de méthodes déjà existantes. Je n'ai pas révolutionné, comme me l'avait fait gentiment remarquer un confrère, j'ai rien révolutionné du tout. C'est simplement d'adapter une méthode pour intégrer une vision économique de cette valeur. Et justement, la voilà. La définition, rien de nouveau sous le soleil, c'est de l'adaptation. Cette valeur résiduelle d'utilisation, c'est un contexte qui est en théorie adapté à la problématique de l'article L219.7, recul du trait de côte, mais rien n'empêcherait à un expert évaluateur, s'il est interrogé hors cadre de préemption d'expropriation,
en matière de droit de préemption lié au recul du trait de côte, de pouvoir l'utiliser si la problématique qui lui était posée par le donneur d'ordre, c'est quelle est la valeur de mon bien en tenant compte du risque. Ça pourrait être aussi une approche. À chaque expert de mobiliser les méthodes qui lui semblent nécessaires et en argumentant. Donc cette VRU, c'est la valeur actuelle des bénéfices économiques qu'un bien immobilier est susceptible de générer sur sa période restante d'occupation, sûr, légal, économiquement viable, net de coûts spécifiques liés au risque et intégrant les coûts terminaux, donc la démolition, renaturation. Cette VRU, ce n'est absolument pas une nouvelle base de valeur, c'est une application qui était donc de principe déjà existant, ça va pouvoir conforter. Pour faire cette VRU, on va avoir besoin de composantes, la durée résiduelle d'utilisation qu'on retrouvera dans la formule mathématique, les revenus liés à ce bien, qui soient des revenus effectifs ou des revenus théoriques, mais rappelons-nous que les revenus théoriques, ça doit être démontré. Alors, peut-être que certains vont déjà dire, attention, en matière d'exercice sur les valorisations pour les expropriations, et c'est la même chose pour les droits de préemption, l'expert ne peut pas retenir de méthode par le revenu. Quand on regarde la jurisprudence, les expertises qui ont appliqué des méthodes par le revenu, par exemple, et qui ont été rejetées, elles ont été rejetées parce que les taux qui ont été retenus étaient complètement farfelus, parce que les revenus, soit en place, soit théoriques, étaient complètement farfelus, absolument pas démontrés. Mais du moment qu'on a des revenus et des taux qui sont démontrés, ce qui est le travail de l'expert, faire ce travail de démonstration, d'argumentation, de justification, ça peut rentrer dedans, pas de problème, on y va. On intégrera aussi des coûts liés au risque. Les coûts liés au risque qui pourraient très bien aussi s'articuler par période. Après, chaque expert pourra bâtir son adaptation puisque les méthodes qui figurent dans la charte de l'expertise sont des méthodes reconnues, mais après, il est au travail de chaque expert, bien sûr, de faire l'adaptation à la situation qui se présente à lui. Et par exemple, on peut envisager donc de faire, j'avais fait une fois sur un schéma, c'est de faire une période verte, une période orange, une période rouge, un peu comme les feux pour les voitures, et en me disant j'ai une période sans risque, j'ai une période avec risque modéré, une période avec risque fort. Et je faisais progresser les coûts liés au risque en fonction de primes de risque différentes dans chaque zone. Ça pouvait être une conception. Et à la fin, eh bien, comme on arrive dans les DCF, on a une valeur terminale qui là sera liée à cette déconstruction, renaturation. Et éventuellement, même, on pourrait imaginer une valeur récupérable si on arrive à revendre quelques matériaux aussi. Et voilà, donc la formule magique. Et là, la formule magique, pour la plupart d'entre vous, ça peut peut-être ressembler à des gros mots, mais c'est pas tant des gros mots que ça. Vous, finalement, si vous allez reprendre la formule du discounted cash flow, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y a pas de valeur de sortie. Rappelons-nous la définition du discounted cash flow. La valeur par discounted cash flow, c'est la somme des revenus nets actualisés à laquelle est ajoutée une valeur de sortie actualisée. Là, c'est la somme des revenus nets actualisés, on intègre des risques. Et il n'y a pas de valeur de sortie, il y a des coûts de sortie par contre qui sont la démolition, renaturation, éventuellement récupération de matériaux. Rien de nouveau, c'est juste de l'adaptation. On prend de l'outil qui fonctionne, ce n'est pas un outil qui s'utilise seul, c'est un outil qui peut permettre de corroborer des méthodes déjà utilisées, mais on prend cet outil-là et on l'adapte à une problématique particulière, tout simplement. Alors, bien sûr, la méthode par discounted cash flow, on a tous tendance à être très méfiants et nous avons raison parce qu'elle peut être dangereuse. Si on fait abracadabra, si on joue au dé les taux d'actualisation, les taux de rendement, bien sûr qu'on n'importe quoi. Si on s'amuse à jouer avec les taux parce qu'on sait qu'on doit arriver à telle valeur, c'est pareil, on fait n'importe quoi. Il faut toujours chercher à aller analyser, à aller justifier ces taux. Ça va se faire au fur et à mesure. Entre évaluateurs, on croisera aussi nos retours d'expérience quand ça rentrera en question. Là, pour l'instant, on est simplement en train de se préparer. La question de la composition des taux d'actualisation, je vous renvoie tous à la charte de l'expertise. La nouvelle version sur la question des taux d'actualisation, elle a été super bien détaillée. Les 3 méthodes pour essayer de déterminer un taux d'actualisation, c'est dans des petits tableaux qui sont super bien faits. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. On se basera sur des taux d'actualisation en prenant par exemple comme base les OAT, les obligations assimilables au trésor. On pourra prendre même sur du plus long terme.
On pourra rentrer une question de l'inflation, parce que l'inflation, il faudra en tenir compte sur des durées qui peuvent être très longues, 20, 25 ans par exemple, c'est très long. Intégrer la question des risques qui peuvent être très différents. On a des risques qui sont différents d'une côte à l'autre, sur la côte méditerranéenne, sur la côte atlantique, la côte bretonne, la côte normande ou les plages du Nord. Les risques ne sont pas forcément les mêmes. Je pense qu'on pourra se mettre aussi des échelles de risque. Pour l'instant, ce que vous allez trouver dans la charte de l'expertise, parce que tout est détaillé dedans, c'est de l'indication. Attention, ce n'est pas de la prescription d'ordre impératif, hein. Ça, c'est à votre travail d'expert de le faire. Les incertitudes aussi, on va pouvoir pricer l'incertitude, pricer le risque, toujours, pour pouvoir bâtir un taux. Et on peut envisager que sur des taux d'actualisation, vraiment à minima de chez minima, sur du superactif, on sera à 6%, mais on va vite aller chercher du taux d'actu à 13%. C'est pour l'instant ce qu'on peut imaginer. Mais c'est pas, attention, ce sera à vous de le déterminer. Il va falloir aussi prendre en question la durée résiduelle. La durée résiduelle, c'est le temps entre maintenant, entre le moment de l'évaluation plutôt, et la disparition à peu près prévue. On a pas mal d'études, le CEREMA en fait, BRGM, on a plein d'organismes, je détaillerai tout ça dans un ouvrage à venir. Et les ajustements par durée résiduelle, forcément, on va pouvoir ajuster, mettre un peu plus de méfiance, augmenter un peu le taux par rapport à l'éloignement, tout simplement pour pricer l'incertitude. Plus on a un horizon qui est loin, plus on a de l'incertitude, c'est toujours comme cela. Retour à notre modèle français, où là j'ai mis un petit schéma, je réexplique ce que j'avais dit un peu en propos introductif. Les communes vont devoir modifier leur PLU. Normalement, ça doit être fait pour 2027, mais apparemment, c'est très, très en retard. Je ne sais plus quel organisme l'a pointé et a même fait des remarques par 3 ou 4 fois en 2025 à l'État, que ça n'était toujours pas fait. Instaurer donc des zones concernées par le recul du trait de côte, les EERCTC, les zones exposées au recul du trait de côte, voilà, j'oublie toujours le E, où on va distinguer le 0-30 et le 30-100 ans. Ça permettra sur le 0 à 30 d'instaurer un droit de préemption. Et dans ces zones-là, on évaluera avec la méthode de l'article L219.7. Éventuellement, dans ces zones-là, la personne publique expropriante pourra donner à bail réel lié au trait de côte, le BRAEC, à des personnes. C'est du bail réel qui aura une particularité, c'est que ce bail réel prendra fin soit par sa durée, soit parce que le bien aura fait plouf dans la mer. Et à l'issue de ça, il y aura la renaturation. Comme cette renaturation sera à la charge de la personne publique, c'est pour ça qu'elle aura été intégrée dans la valeur de sortie, ce qui a été oublié dans la définition légale de l'article 219.7, malheureusement. Quelques petits aussi points d'actualité, je me permets. Dans les zones 0 à 30, on ne pourra pas construire, sauf des constructions légères, style un chalet de jardin. Dans les zones 30 à 100 ans, on va pouvoir continuer à construire si le PLU le permet. Et vous avez peut-être vu passer le texte de début avril. C'est que quelqu'un qui voudra construire dans la zone 30 à 100, il devra consigner un montant de démolition, renaturation du site qui est évalué selon un autre texte paru à la même date. Cette somme sera consignée à la CDC, Caisse des dépôts et consignations, qui rémunère à un taux de 0,3%. Sachant que, imaginons si la maison doit être démolie 50 ans plus tard, la somme aura été rémunérée à 0,3% avec de l'intérêt cumulé. Ça ne va pas faire grand-chose à la fin, 50 ans plus tard. Par contre, les coûts du bâtiment, les coûts des travaux, si on indexe à BT01, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc là, je pense qu'il y a un gros problème parce qu'imaginons quelqu'un qui aura... j'ai plus mon schéma là, j'avais fait un schéma autre part, mais je le garde en tête, quelqu'un qui aura consigné 15 000 euros rémunéré à 0,3% pendant 50 ans, mettons que ça donne 20 000 euros, et encore c'est très généreux. Par contre, des coûts de démolition, si on indexe sur BT01, qui a progressé de l'ordre de 2% en moyenne sur les dernières décennies, eh ben, ça ne va plus nous faire 15 000 euros de renaturation, démolition, mais ça va nous faire 100 000 euros. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment des retours. Là, c'est peut-être Annie où je vois le carré bleu. Désolé. Merci. Voilà, donc ça, c'est une petite actualité annexe, mais je voulais vous le dire. Voilà, à quoi pourrait ressembler, donc, sur ce dernier module, la mise en pratique, quelques exemples.
un petit exemple. Alors, c'est du purement prospectif, mais sur un bien qui aurait une valeur actuelle, une valeur marché 280 000 euros, si on allait chercher à appliquer cette méthode de valeur résiduelle d'utilisation, on va aller chercher à donner un revenu, soit réel, soit un revenu qu'on peut prouver. On va aller intégrer, par exemple, de la dégradation d'utilité sur ce revenu, des coûts spécifiques de maintenance de ce bâtiment tous les ans, un taux d'actualisation. Vous voyez que là, on arrive sur les taux d'actualisation qui sont assez élevés. On va intégrer des coûts de démolition. Et donc, on va avoir des sacrées décotes. Mais on va avoir une décote qui va se justifier mathématiquement. On aura l'occasion, éventuellement dans une formation, de pouvoir détailler tous ces postes, mais pour pouvoir montrer la grande disparité quand la question se posera, quand il nous faudra arriver tous à la mise en application, une fois qu'on aura fait des exercices, eh bien, on aura des grandes différences entre ce qu'on perçoit d'un marché tel qu'il est actuellement et ce marché qui sera inexistant, voire méfiant ou imparfait d'ici quelques années. Cette méthode, quand on va la mettre en place, j'aurais pu le mettre avant cette diapo-là d'ailleurs, dans la charte de l'expertise, on a dit qu'il fallait aussi tester plusieurs scénarios, au moins 3. Se dire, je vais être sur un scénario optimiste, 12 ans encore de vie, 10 ans, c'est la donnée CEREMA, et 8 ans au cas où ça s'accélérerait, parce qu'on sait que le réchauffement climatique, ça s'accélère, par exemple, encore plus. On avait la question de l'Europe, ou c'était dans la presse d'hier ou d'aujourd'hui, où le réchauffement climatique s'accélère plus en Europe que dans le reste du monde, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas spécialement à l'ordre du jour ces dernières années. Donc, bâtir 3 scénarios où on voit qu'on a des décotes qui vont être assez différentes et à nous, à la fin, de pouvoir prendre, en tant qu'expert évaluateur, notre conclusion. Mais on va mettre des scénarios face à face et on va aller discuter ces scénarios pour aller donner la décote qui nous semble légitime à appliquer à ce bien-là, en fonction de tous les paramètres qu'on a eus. Il va sans dire qu'une expertise en la matière, ce sera une expertise qui va être très approfondie, qui va nécessiter beaucoup de travail. On va être sur des analyses techniques qui vont être extrêmement intéressantes, des analyses qui vont être aussi, pour l'expert, des opportunités assez rémunératrices. On ne va pas être sur l'évaluation d'un papillon phénix. Non, on va passer un petit peu de temps. Ça va être intellectuellement enrichissant et là, on aura toute justification à faire notre métier. Voilà. Donc, quelques mots pour conclure avant éventuellement des échanges. Ce n'est absolument pas une nouvelle base de valeur, cette VRU. Il y a encore un micro qui s'est ouvert. Ah, c'est Philippe, OK. Attention, le marché qui surestime les biens, c'est ce paradoxe soulevé par Eugénie Cazot. Pour l'instant, on a ce marché qui est encore élevé, mais il faut faire attention à l'avenir. La question de l'assurabilité des biens, avec le temps, avec l'augmentation des sinistres, des tempêtes, etc. Un nouveau Xintia, on n'en est pas à l'abri, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un. Cet écosystème qui va nécessiter très certainement d'être refait. Les législateurs n'ont pas forcément fait attention, ne sont pas forcément hypersensibles. Je dois rencontrer un sénateur qui a besoin d'approfondissement sur le texte parce qu'il n'est pas vraiment au courant. C'est quand même un peu particulier. Mais bon, surtout pour un sénateur au bord de la mer. Et des scénarios à bâtir là-dedans. Donc, on va avoir de l'étude prospective. C'est une présentation rapide. On ne peut pas donner toutes les ficelles. On n'a pas encore tous travaillé ensemble là-dessus. On mettra peut-être en place ça. Mais voilà, ça permet de dégrossir un petit peu ce que sera cet avenir. Voilà, j'ai tenu un petit peu plus qu'un parti. Désolé, Philippe. Alors, Quentin, tu m'entends? Tout le Oui, monde oui, m'entend? oui. Parfait. Alors, moi, je te remercie. Je te remercie. Enfin, je te remercie ou on te remercie vraiment pour cet apport parce que j'avais bien sûr lu moi en amont ta présentation. Je me rends compte que c'est en fait bien plus compliqué même que ce que je l'avais moi imaginé. Certainement bien plus lourd de conséquences. Et j'ai différentes questions. En fait, comment, parce que tu évoquais à l'instant, ça m'interpellait, des études qui mettent en avant le fait qu'en Europe, le réchauffement climatique est plus important qu'éventuellement ailleurs dans le monde, contrairement à, j'imagine, à ce qu'on, en tout cas moi, néophyte, on pourrait penser, la Chine, les États-Unis, etc. Ça, c'est la première chose. Et ça m'interpelle sur comment, avec cette méthode, enfin, quelles que soient les méthodes,
On est un des pays au monde le plus doté en littoral, entre le nord de la France métropolitaine, la côte ouest, qui sont des reliefs plutôt plats. Tu me dis si je me trompe, hein, moi je suis basé en Rhône-Alpes. Et puis la côte d'Azur, où là, c'est beaucoup plus escarpé, peut-être effectivement moins sujet au réchauffement climatique au niveau des constructions. Voilà. Ça, bien sûr, après des montées des eaux particulières, comme on a eu à Cannes il y a quelques années, assez dévastatrices, mais voilà, en tout cas qui ne sont pas linéaires, qui sont spontanées. Ça, pour toi, ça renvoie à quoi au niveau de la méthode? Parce que, alors, je rajoute à ça aussi la Réunion, je rajoute la Polynésie française, avec des reliefs qui sont tout à fait différents, et encore que la Réunion, c'est volcanique. La Polynésie, c'est et volcanique et pas du tout volcanique, avec des atolls. Ça t'évoque quoi, toi, au niveau de la méthode? Parce que, non seulement au-delà de la complexité de la méthode, il y a l'adaptation à chaque situation géographique. Ce sera du sur-mesure au petit bout de littoral concerné près. Ça va être drôle, Donc, tout il va ça. falloir aller chercher les études du CEREM, croiser toutes les études, chercher à aller se documenter très fortement. Peut-être que, et surtout dans les judiciaires, je pense qu'on ira peut-être travailler à deux. Avec un spécialiste de la topographie, Ouais. un géomètre. Un spécialiste, ouais, pour avoir des modélisations de recul. Après, le CEREMA commence à quand même très, très bien cartographier. Donc, quand la problématique va réellement se poser, je pense qu'on aura des cartes qui vont être publiées, qui vont être super bien à jour. Ça, si tu veux, c'est la première question. Après, il y a des différentes questions. Je vais bien sûr laisser la main à chacun, mais ça, la première question. La deuxième question, juste moi qui me venait à l'esprit, le taux d'actualisation que tu retiens, qui est donc un taux quelque part qui mesure le risque, parce que le Oui. rendement de l'argent sur une certaine durée. Tu pars du principe que le taux, il est constant sur la période parce que tout va s'accélérer. En fait, cette montée des eaux, moi, ce que j'en constate, mais vu de loin, parce qu'encore une fois, basé en Rhône-Alpes, c'est une projection plutôt longue. On est encore sur un marché où on se fait plaisir, on achète sur la côte, sauf si la maison d'à côté, elle est déjà en train de se casser la gueule, je suis trivial dans la mer. Ce qui arrive, ce qu'on peut voir quand on va par exemple dans les Landes. Mais ça reste relativement rare. Ces maisons, tout le monde les a en tête. Moi, j'ai le sentiment que ça va s'accélérer à un moment donné. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore en train de se dire, ouais, il ne se passe pas grand-chose. Ça reste encore un peu virtuel, même si on a quand même intégré effectivement le réchauffement climatique. Ça n'échappe à personne. Mais ses conséquences directes sont encore lointaines, entre guillemets, enfin lointaines, moyen terme. Il n'y a pas un moment donné où ça va s'accélérer. Il y a certainement un moment où ça va s'accélérer. C'est pour ça que je donnais cette idée graphique de se décomposer la durée en 3 zones, une verte, une orange, une rouge. Et dans chaque zone, je fais varier mon taux d'actu, je rajoute de la prime de risque. Traditionnelle prime de risque, par exemple, à 0,75. Je prends mon taux d'actu de la période verte. Pour la période orange, je rajoute 0,75. Pour la période rouge, je rajoute encore 0,75. Et j'avais même fait une modélisation au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2019, où j'avais mis une dernière période rouge cramoisi, quoi, quasiment noire, où j'avais pas mis de revenus, que des dépenses. Oui. Donc faire de la décomposition. Tu fais un cash flow avec différents taux. En fait, sur une période, tu éclates la période. Plus on se rapproche du terme et de la maison qui tombe dans la mer, plus le risque est élevé, jusqu'au moment où il n'y a plus de revenus en plus. Voilà. Exactement. Mais ça va faire de nous experts des savants, cette histoire-là. on va vendre des mathématiques, c'est merveilleux. Il y aura besoin de justification. L'État, quand on regarde que l'enjeu économique pour l'État, c'est 94 milliards d'euros à la fin du siècle. Où est-ce qu'on va les trouver, les 94 milliards? Et l'État a un impératif, c'est la bonne gestion des deniers publics. Oui. Donc, on ne va pas pouvoir préempter ou exproprier à n'importe quel prix. C'est dommage pour les propriétaires des biens, bien sûr qu'il y a des histoires familiales là-dedans, mais l'expert évaluateur, il s'en fout de l'histoire des gens. Je suis trivial. L'expert évaluateur, c'est un technicien qui est censé donner une valeur qui soit cohérente. Je ne veux pas dire juste, parce que ça ne se dit pas juste. Oui, tout à fait. Exactement. Et à nous, experts, d'inventer des méthodes. Comme tu le disais si bien, le juge n'a pas de méthode a priori. En fait, le juge se nourrit des méthodes qu'on lui propose. J'ai bien aimé quand tu l'as rappelé, des méthodes qu'on lui propose et qu'on lui explique. Et si un juge, on lui explique autre chose que la méthode par comparaison, ça a déjà été consacré, tu l'as souligné effectivement par rapport à ton intervention, et moi je peux le souligner aussi par rapport au budget promoteur. Je crois qu'il n'est jamais inutile de rappeler que si on présente au juge un rapport étayé, structuré, avec des méthodes expliquées et claires, le juge peut le consacrer.
quel que soit ce que nous raconte effectivement le code de l'expropriation, valeur certaine ou pas. Voilà, il y a eu des budgets promoteurs qui ont été consacrés à l'expropriation. Il y en a, bien sûr, qu'ils seront sur ce sujet-là, à charge pour l'expert d'avoir un rapport clair et d'inventer des méthodes Pédagogique. tangibles, pédagogiques et que tout le monde peut s'approprier de façon simple. Tout à fait. Mm. Alors, il y avait différentes questions. Il y a Aurélia. Alors, je crois qu'on peut peut-être même activer les micros. Je crois que tu peux le faire, Quentin, toi. Je ne sais pas du tout comment. C'est Oui, merveilleux. chacun peut les activer soi-même. Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? Parfait, Aurélia. Bonjour, merci de me laisser la parole. Moi, j'avais une question concernant les PLU. C'est la mode, on le sait, de faire des PLUI de plus en plus. Et donc, je connais bien notamment le Finistère en Bretagne. Et je me demande comment vont être révisés les PLUI en fonction du coup du réchauffement climatique et de l'érosion qui pourra être accélérée. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème justement dans les modificatifs et pour l'intégration des droits de préemption? Pour l'instant, moi, de ce que j'en entends, c'est la bataille parce que certains maires veulent continuer à attirer des personnes, donc rechignent à modifier leur PLU ou PLUI. Parce que c'est qu'on soit en PLU, chacun a son intérêt. Je veux garder une zone, c'est le terrain de mon beau-frère. Et puis quand on est sur du PLUI, entre communes, pour l'instant, on se déchire. Donc il y aura cette question-là. Il y a des maires qui vont être beaucoup plus frileux. Oh là, ma responsabilité, je veux pas de responsabilité, je passe tout en zone rouge. Il n'y a plus rien à construire. On va avoir aussi cette question sur les PLU. Est-ce que le ZAN saute ou pas dans les prochaines semaines? Donc là, on est à l'aube de plein de surprises. Mais je peux absolument rien prédire là-dessus. Non. Merci. Je les connais, ces problématiques, parce que je fais le régional. Et donc, nous, on est à l'échelon tout en haut du SRADET, et là, c'est la guerre. Je ne sais pas, c'est les autres questions. Allez-y, prenez la main. Je ne vois pas qui pose des questions. C'est ce que je disais justement à l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous avez le chat. Il y a Annie. Il y a Annie. Annie, bien sûr. Voilà. Sur le chat ou en live, comme vous le souhaitez. Puis, oui, bon, merci. Enfin, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Toujours se pose, alors je suis expert cour d'appel de Toulouse, ancien notaire, se pose toujours la question, je fais beaucoup de liquidation, de divorce, de succession, etc. Et voilà, le problème est récurrent dans un divorce ou une succession, c'est l'évaluation à l'instant T. Comment expliquer si j'ai une maison à la Cano ou même à Dieppe, là, sur les falaises. Sur les falaises, ce sera un peu plus compliqué, mais à la Cano, par exemple, on constate que les prix sont toujours aussi délirants, alors que tous les ans, on nous dit qu'il faut ensabler, que voilà, la Cano va carrément disparaître, mais les prix n'ont pas baissé. Si j'ai une liquidation de communauté ou un divorce ou succession, si je commence à expliquer à l'un des époux que sa maison, finalement, je lui ai enlevé 40 ou 50% de moins-value parce que peut-être dans 20 ans, elle va disparaître, je ne sais pas s'il va beaucoup apprécier. Donc, comment on peut justifier ça? Parce qu'on est toujours, il y a une question de temporalité et on est toujours à l'instant T et on nous explique la valeur vénale, au 30 avril 2026. Alors, effectivement, on fait toujours notre valeur vénale par rapport à un marché. Le marché, il est existant, il est toujours délirant, les gens achètent n'importe quoi à n'importe quel prix, on se base là-dessus. Là, en fait, c'est une vision prospective de nous, experts évaluateurs, pour pouvoir répondre à un enjeu qui arrivera dans les prochaines années. Ça nous laisse le temps de pouvoir partir d'une base pour pouvoir ensemble réfléchir et pouvoir, quand ça va réellement se mettre en question, quand le marché, dans certaines zones, ralentira, quand dans certaines zones, il n'y aura plus de transactions qui seront tangibles, de pouvoir aller trouver cette roue de secours. Mais cette méthode-là n'est qu'une roue de secours, hein, Annie. C'est tout. Je le conçois, si pour une l'avenir. banque avec adossé à un prêt, si la banque nous demande une valeur hypothécaire, ça oui, ça prend tout son sens. Mais c'est vrai que c'est pas... Dans la prudent value, ouais. Ouais. On risque de l'avoir dans la prudent value. On va en discuter à Tegova, par exemple, quand on va être à Riga, là, d'ailleurs.
Est-ce que c'est Mais pas, pour l'instant, Quentin, est-ce que c'est pas de notre responsabilité, comme le dit Annie, dès maintenant, pour un bien où vraiment, enfin, je veux dire, on arrive effectivement, moi j'arrive, je vais évaluer un bien dans l'ouest de la France, euh, j'arrive sur un secteur, je sais pas si, oui, je t'entends. j'arrive sur un secteur, et je me rends compte voilà, on est vraiment sur un secteur, on est extrêmement proche de l'échéance où la maison elle va tomber dans l'eau. Il y en a peut-être même déjà une à côté où effectivement on voit qu'effectivement la falaise est largement érodée, enfin, le sable est érodé. Est-ce que c'est pas notre responsabilité de mettre une réserve dès à présent dans des rapports où on a des biens où on sait, en fait, l'histoire est déjà écrite? Quand bien Ah même la ben, pression foncière est maximale et qu'effectivement, dans la vraie vie, l'agence immobilière du coin va mettre le bien effectivement à son vrai prix, mais on sait tous que dans 20 ans, cette maison, elle n'est plus là. c'est à nous de tester. Est-ce qu'il y a un marché qui existe encore ou pas? On sait qu'il y a un horizon qui est très proche, ça commence à bouger de partout. Normalement, tu n'as plus de marché. Dans toute logique, il n'y aura plus de marché sur cette petite zone-là. Donc là, on pourra utiliser la méthode. Et à minima, si on a encore un peu de marché, c'est de mettre une réserve. Moi, dans mes rapports d'évaluation, ça fait 1 an maintenant, c'est systématique, quand je suis sur une zone littorale, c'est que je mets les informations dans mon rapport. Est-ce qu'on est dans une zone qui est concernée par le recul du trait de côte? Si oui, l'emplacement du bien, est-ce qu'on est en zone et quelle est la vitesse? Toutes les informations que je vais trouver sur CEREMA, BRGM, etc. Ce qui permet de justifier En fait, c'est aussi ça. mon avis et Ouais, mes réserves. Et moi, c'est je ça. voudrais Pour les biens où poser, vraiment. Ouais. pardon, je voudrais poser une autre question. À Dieppe, qui est une ville magnifique, il y a sur les falaises des maisons qui sont construites à moins de 10 mètres. Il y a un chemin où on peut se promener à Oui. pied. Là, c'est carrément interdit, mais il y a ces maisons. Et une fois, j'y suis allée, je me dis, mais si je devais évaluer ces maisons qui sont vraiment au bord de la falaise et qui vont tomber, c'est une question de temps. Mais je ne sais pas ce que je mettrais comme valeur. Parce que là, on sait qu'elles vont tomber. Hein, c'est carrément fermé. C'est certain. Je vois C'est bien. ça. Elles sont superbes, elles sont magnifiques, hein, mais elles sont à 10 mètres du précipice. Là. Et ces Posons-nous la maisons, question. Mais je ne Oui, serais pardon. pas. Si on dit. Si on explique aux personnes que leur maison ben, elle vaut rien parce qu'elle va tomber dans la mer, là, le temps, il est court. Il est court, on a peut-être un horizon de 10 ans. Moi, quand j'ai commencé à bosser en 2019 sur le sujet, j'avais assisté à une conférence où le conférencier disait le bien, de toute façon, c'est un bien qui va tomber dans la mer, il n'a plus de valeur. Moi, je me suis dit, comment il peut plus avoir de valeur? Alors, j'ai fait le réflexe un peu simpliste, un peu peut-être le réflexe du garçon, non, ça fait stéréotype, et de me dire, une vieille bagnole, là, une bonne Peugeot 505, une Mercedes 190, là, quand on va au Maroc, en Tunisie, on en voit, elles ont 500 000 kilomètres, et encore, c'est peut-être 2,5 millions de kilomètres, et elles roulent encore. Elles ont plus de cote à l'Argus, ces bagnoles-là. J'en ai même pris une, c'était une clé à molette pour ouvrir la porte. Mais cette bagnole-là, elle a plus donc de marché. Elle ne code plus à l'Argus. On pourrait dire que c'est plus de valeur de marché. Mais elle rend encore un service. Ce bien-là, en fait, et donc, je me suis dit, est-ce que ça répond encore à la définition de la valeur de marché? Si je repars sur mes biens, une valeur de marché, les parties ont agi prudemment, l'une et l'autre en toute connaissance de cause. Et si un acquéreur, devait acheter en toute connaissance de cause, est-ce qu'il achèterait plein pot? En fait, on est sur un autre marché, Quentin. Là, ce que tu évoques, c'est un autre marché qui n'est pas le marché Oui, occidental. C'est comme si on se dit que cette maison qui va tomber dans la mer, elle, à un moment donné, je ne sais pas, mais j'essaie de raisonner par analogie, elle a plus de valeur pour la personne qui a les moyens de se l'offrir, je veux dire, en France métropolitaine, par exemple, ou un étranger fortuné, mais elle a toujours une valeur pour loger les gens. oui. Ne D'utilité. serait-ce que pour la location, quoi. D'utilité résiduelle, de pouvoir mettre des gens en vacances pendant. Moi, on me dit, tu achètes, tu mets un billet de 30 000 pour acheter cette maison sur la falaise à Dieppe et je peux y aller peut-être pendant 5-6 ans en illimité et après ça fait plouf. Peut-être que je vais le mettre 30 000, des Je ne vacances sais pas, illimitées. moi j'aurais peur de me retrouver dans l'eau. Non, mais je dis n'importe quoi comme prix, mais c'est un peu comme cette question, ce qu'on avait de ces questions où on n'est pas totalement propriétaire, par exemple les timeshares.
C'est une autre conception de la propriété. Là, c'est une propriété qui est complètement temporelle. Ouais, mais là, il y a un risque quand même. Quand on va à Dieppe, Ah oui. le risque, il est imminent, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on ira le pricer comme ça, avec, en intégrant des risques, en intégrant des dépenses, Et est-ce que des si on baisses de revenus. proposait juste une valeur de reconstruction, en disant, voilà, pour construire cette maison, il faut tant, voilà. Si on indemnise ces propriétaires pour leur dire, allez, vous dégagez parce que c'est trop dangereux, si on leur dit, on ne peut pas leur dire, ça vaut 0. Donc, à part un coût de construction, vétusté déduite et 0 pour le terrain, c'est ce qu'on peut faire, non? 0 pour le terrain, mais il y a renaturation du site. Là, c'est trop bidouillé pour arriver à quelque chose. Ouais. Ça ne tient pas sa logique. Bon. A priori, hein, après, ce sera au travail de chaque expert. Après, je pense que d'ici entre 5 et 10 ans, on va commencer à pouvoir croiser nos retours en pratique. Ouais, vous qui êtes à Caen, là, il y a 40 ans les marais, c'est pas mal non plus. Bah, c'est ce que je visais, 40 ans les marais, oui, Ouais, on le voit souvent. effectivement. Et puis toute la côte ouest de la Manche, toute une partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisqu'on va, je crois, plus Quentin, Il y a Anne qui a levé la main. On va clore dans 9 minutes. Quentin a une obligation. Anne, j'ai donné la parole à Anne Choquet. Oui. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je suis sur plutôt le littoral méditerranéen, on va dire. Et ma question, elle est, bon, effectivement, les PLU, ok, mais est-ce qu'il y a une carte sur laquelle vous pouvez vous baser pour justifier nos calculs? Si effectivement vous dites qu'il faut alerter, bon, je viens, mais est-ce qu'il y a une carte officielle? Comme vous disiez au tout début, vous parliez d'une thèse de quelqu'un. Alors là, la thèse, c'est l'étude théorique sur l'impact sur l'immobilier. Les cartes, après, le CEREMA en publie, les départements, nous, par exemple, le département de la Manche en a publié. Il faut aller fouiner. Donc, si je comprends ce que vous me dites, en tant qu'expert, on prend la carte qu'on va trouver. Il n'y a pas une carte officielle à laquelle se référer sur la nomenclature. Pour l'instant, non. Pour dire, j'appuie ma valeur d'expertise sur ce document officiel reconnu éventuellement par la charte. Je ne sais pas. Sauf quand les PLU annexeront une carte. Et là, on se réfère en priorité à cette carte annexée au PLU, sauf si on a toute raison de penser que l'étude qui a mené cette carte, qui a fait aboutir cette carte, elle est très mauvaise. Ça pourrait arriver. Oui, les PLU, ils n'ont pas intérêt à le mettre. Hein. Enfin, moi, j'ai travaillé 25 ans dans la direction d'aménagement public. Les PLU, ils vont pas s'envoyer une balle dans le pied non plus. Hein. Donc, oui. Oui. Donc, moi, si je comprends bien ce que vous dites, en tant qu'expert, sur la côte méditerranée, enfin, il y a de tout, hein, on a moins de marées que dans le nord ou tout ça, je prends la carte que je trouve, parce que les PPRI chez nous, ça ne veut rien dire. Anne, je suis désolé, il reste encore 2 questions. Je crois que, je ne sais pas si effectivement. Voilà. Grosso modo, les cartes du CEREMA. Du CEREMA. Voilà. Je donne la parole à Lionel. Okay. Voilà, c'est bon, Lionel. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je suis expert à cour d'appel de Pau. Moi, j'ai un devis à faire sur une commune près de Biarritz, justement, pour un recul de trait de côte. Bidard. Voilà, oui, c'est ça. Et voilà, donc je me pose la question par rapport notamment à la VRU, là, le revenu dont vous parlez. Bon, bien sûr, c'est une maison qui est occupée à titre gratuit par les enfants, qui s'en servent pour faire du surf. Donc là, en matière usuelle, il y a une grande utilité pour les enfants, parce qu'ils sont très heureux là-bas. Et quand vous parliez de revenus, qu'est-ce que ça serait? Ça serait une location théorique. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Parce qu'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de locataire, bien sûr. Là, il n'y a pas de locataire, donc il n'y a pas de revenu effectif. Ça va être un revenu. Est-ce qu'on va aller voir le revenu qu'on peut dégager sur un bien comme ça? Alors, est-ce qu'on va dégager un revenu annuel sur du meublé de tourisme? Est-ce qu'on va dégager un revenu annuel sur de la location d'habitation, loi 89? Classique. À nous d'aller tester les hypothèses, d'aller démontrer. Mais il y a tout ce paragraphe déjà dans notre rapport. Une bonne comparaison sur du revenu locatif. Démontrer le revenu locatif. Mais le démontrer, hein. Vraiment des preuves, et puis la question des taux aussi à prouver. Ouais. Il n'y a pas une décote quand même à mettre sur ce revenu, parce que nous, on va paramétrer. La décote, elle viendra dans le temps, elle deviendra temporelle. Dans le temps, les revenus diminueront et les dépenses augmenteront. D'accord. Ta méthode. Voilà.
Il y avait deux autres questions, je crois. Ouais, encore. Julien. Ouais. Si on arrive à les combiner dans les 5 minutes qui nous restent. Ou allumez vos micros directement, parce que je n'arrive plus à revoir là. Je vois plus. Oui, bonjour tout le monde. Quentin, Bonsoir. on a déjà eu l'occasion un peu d'échanger sur ce sujet, mais il y avait une problématique là, normalement, notamment par rapport à cette BRU. Moi, je suis basé sur le littoral méditerranéen et il n'est pas pris en compte les dispositifs pour atténuer ce phénomène de recul du trait de côte. Et comment l'intégrer, puisque c'est un peu au cas par cas en fonction des municipalités, notamment avec tout ce qui est création de digues ou système pour atténuer la houle et justement ralentir ce phénomène. Là, comment on pourrait anticiper ce point-là? Est-ce que c'est au cas par cas? Est-ce qu'il faut intégrer les décisions ou les potentielles prises de décision qui peuvent œuvrer sur les communes concernées? Parce que ça reste quand même un biais qui peut se présenter. L'expert va toujours se baser sur les faits existants au moment de l'expertise. Des trucs potentiels, on ne peut pas se baser dessus. On pourrait le mettre en observation à un moment dans le rapport. Pourquoi pas, mais on se base dessus. Après, une considération sur les communes qui vont faire des aménagements. Il y a beaucoup d'aménagements qui ne servent pas à grand-chose, qui sont une dépense publique monstrueuse. Et là, dans les temps actuels, ça passe pas trop, des dépenses comme ça. On a plutôt tendance à relocaliser le bâti. On voit l'exemple avec Biscarrosse. Regardez un peu l'actualité à Biscarrosse. Mais après, il faudra tenir compte de ces faits existants à l'instant T, au moment d'expertise. Et il y avait une dernière question. Et puis je précise juste si effectivement ça coupe, on a pour projet avec Quentin d'essayer de monter un petit module de formation pour répondre à toutes les questions, parce qu'effectivement c'est vraiment sujet à question, donc certainement dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas, suivez l'actualité du CFEI, il y aura certainement une formation qui sera dédiée à ça pour approfondir avec des exercices pratiques. La dernière question. Je crois que c'était un homme qui avait levé la main. Non, bon, finalement, la question est retirée. Mais voilà, je pense que pour l'instant, c'est les débuts. Et puis, on va approfondir au fur et à mesure, on va discuter. Mais l'idée de ça aussi, c'est que la profession, elle puisse être un peu en avance sur les pouvoirs publics, parce qu'on voit que les pouvoirs publics ont travaillé un peu en urgence. La loi climat et résilience, c'était une bonne idée, mais elle a été travaillée en urgence. Et on va peut-être pouvoir aussi avoir cette opportunité de prendre la main, d'être proactif là-dessus. Voilà ce que je voulais dire, et je te laisse la conclusion à Philippe, bien sûr. Merci beaucoup, Quentin. Et puis, merci beaucoup à tous pour vos questions. De toute façon, c'est un sujet qui va prendre de l'ampleur. Ça, je crois que personne n'en doute. Après, sous quelle forme, effectivement, tout reste à faire. Et puis, c'est à nous, experts, de proposer des méthodes, parce que le moment venu, on va évidemment être extrêmement sollicités pour répondre aux problématiques, non seulement des propriétaires, mais aussi de l'État, certainement. Alors, si effectivement, on va certainement développer un module de formation complet sur ce sujet, parce qu'effectivement, ça intéresse pas mal de monde, et puis le sujet va développer. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les autres formations qui sont proposées, donc sur des formats courts, toujours sur le CFEI, comme sur des formats longs. Et on essaye de monter des formations sur les châteaux, les parts sociales de SCI, la conformité du rapport, qu'anime également Quentin. Voilà, des modules toujours de plus en plus pointus pour nous éclairer, nous autres experts, et pour qu'on puisse réfléchir ensemble et faire grandir notre science expertale et l'étayer le plus possible. Voilà, je vous remercie à tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Google, sur le CFEI, c'est toujours apprécié. Ça nous fait un retour concret sur ces formations et ces goûters qu'on dispense. Et puis, je vous remercie à tous et on se retrouve certainement maintenant à la rentrée pour un nouveau goûter. Et on vous souhaite avec Quentin et Federica un très, très bel été à tous. Merci. Belle soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.